Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 20 juin 2019. Martin Lemay, accompagné de Luc Dansereau. Hello Luc. Salut Martin. Comment ça va? Ça va bien. Quelques heures du repêchage amateur. Oui. Je vous donne tout de suite rendez-vous demain, 19h, page Facebook, page rds.ca/On Jase. On va être là puis on va parler avec vous de ce qui se passe dans le repêchage. Absolument, on va regarder les sélections. Bruno va se joindre à nous également en direct. Là, il sera assis avec nous. On a hâte de voir ça. Il y a de plus en plus pour parler de rumeurs dans la Ligue nationale de hockey. On espérait hier, en faisant une émission de repêchage, qu'il y ait des dénouements jusqu'à aujourd'hui puis qu'on puisse en parler. Non, puis on ne repassera pas 15 minutes sur Kevin Hayes. Non, puis il y a Edler qui a signé ce matin. Hey, 6 millions. 6 millions pour... c'est quoi? C'est 2 ans. 2 ans, 6 millions. 12 millions. Mais c'est vraiment la théorie du pourcentage. J'étais là, voyons donc, 6 millions. Je suis allé voir, c'est exactement le même pourcentage qu'il avait signé à son dernier contrat, qui était 6 ans, je pense, 5 millions par année. Dans ce temps-là, ça lui donnait 7 points quelque chose % de la masse. Il y a encore 7 points quelque chose % de la masse. C'est la même chose. Ça vient de se confirmer à l'instant. David Perron vient de m'écrire. Il va être avec nous dans une vingtaine de minutes. Hier, vous l'avez demandé. Qu'est-ce qui se passe avec David? David n'a pas de voix. Il n'y a pas de voix. Fait que, il avait dormi 12 heures dans les 5 derniers jours. Et là, il m'a écrit ce matin, j'ai dormi de 8 à 8. Il est arrivé au Québec. Et hier soir, il est arrivé, paf, tombé, 8 heures le soir, il s'est réveillé à 8 heures le matin. Très bon. Fait que, on va y parler tantôt. On va parler également avec Bruno Gervais en ouverture d'émission. Et il y a un gars qui, présentement, est en meeting avec les Penguins de Pittsburgh. Il s'agit de Luc Gauthier, dépisteur. On l'a déjà eu à l'émission. Il avait frappé un coup de circuit, premièrement parce que dans sa voix, dans son parler, on peut entendre une super personne. D'une gentillesse extraordinaire, pas cocky pour 2 scènes. Et de 2, pas gêné de nous parler, de nous dire les vraies patentes. Je l'ai appelé tantôt, vous comprendrez qu'à Vancouver, c'est 3 heures d'écart. Fait que lui, il est à 9 heures, puis les meetings commençaient là quand je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, si jamais ça donne, texte-moi pendant le show, puis je te rentre 5-10 minutes, on va faire ça. Vous savez comment je suis pas gêné, hein? Ça va être, salut Luc, comment ça va? Combien de temps tu as pour nous autres? S'il me dit j'ai 7, on va faire 7. S'il me dit j'ai 5, on va faire 5. Mais on a un dépisteur qui est à Vancouver qui va nous raconter comment ça se passe pour les Pingouins. Donc, Bruno Gervais, David Perron et Luc Gauthier, dépisteur des Pingouins de Pittsburgh. Et surtout, vos commentaires, parce que la question aujourd'hui vient de vous autres hier pendant le podcast. Oui. Canadien va faire quoi? Vous voulez voir le Canadien faire quoi? Et Luc, puis moi, on se disait, c'est difficile, tu sais, parce qu'on ne sait pas les joueurs qui sont disponibles, transactions possibles, etc. Moi, j'avoue que mon plan a pris le champ quand Erik Karlsson a signé à San Jose. Moi, tout partait de là. Il y a eu la rumeur sur Gostisbehere la semaine passée. Là, j'ai... L'affaire Gostisbehere, va vous dire, c'est parce que les gens ne donnaient rien. Je ne veux pas vous faire de peine. Paul Byron, on l'aime tout, là, mais c'est parce que tu n'auras pas Gostisbehere. Selon moi, si tu voulais avoir Gostisbehere, les gens parlaient de Byron, parlaient de Lucia. Mais il fallait que le Canadien crache son premier 15e au total si tu voulais avoir Gostisbehere. Il y a un contrat de 4,5. Je veux bien croire que c'est pas... Même s'il était rayé de l'alignement, comme on l'a expliqué la semaine passée. Et, je me suis inspiré aussi du message d'Alexandre Mercier qui nous a envoyé un message sur Facebook hier. Puis il nous demandait qu'est-ce que ça coûterait, qu'est-ce que ça prendrait pour aller chercher Jesse Puljujärvi qui a clairement indiqué aux Oilers qui ne jouerait pas avec eux. Fait que, amusez-vous, envoyez-nous vos... Exact. Fait que amusez-vous, on va vous lire un petit peu plus tard, puis on va aller rejoindre Bruno. OK. Bruno Gervais, salut, comment ça va? Salut les boys! Salut! Comment ça va? C'est-tu mon odeur corporelle qui fait que tu n'es pas venu en studio? Mais je voulais pas t'en parler tout de suite. Là. Je voulais te donner des petits signaux subtils tranquillement, un petit déodorant pour cadeau, du rince-bouche comme ça. Mais non, Martin, non, c'est que la vie va vite et je devais être sur un petit projet ici ce matin, donc je dois faire ça à distance, mais je me reprends demain soir et je vais être là en chair et en os. Oui, on va avoir du fun. Ça va être le repêchage demain, 19h, en direct, comme Luc l'a mentionné tantôt, là, que ce soit sur notre page On Jase ou également sur le Facebook de RDS. Premièrement, Luc et Bruno, la question que je vous pose, Canadiens, doivent-ils faire quelque chose ou ils peuvent juste se présenter au draft, prendre leurs joueurs, puis on devra une meilleure saison? Ben moi, personnellement, je pense que Marc Bergevin va être à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de ce qu'il y a sur le marché. Le Canadien n'est pas dans une position panique. J'aime mieux voir le Canadien être patient que de voir, exemple, les Flyers de Philadelphie qui veulent absolument faire un splash, pousser, forcer les choses. Ça peut fonctionner. Comme il y a bien des chances que ça s'écroule. Moi, j'aime mieux voir le Canadien être patient.
S'il y a quelque chose qui se présente, je pense que le mode patience de Marc Bergevin a payé. Il a renfloué sa banque d'espoir rapidement avec de bonnes transactions, notamment celle-là de Suzuki, un joueur qui venait aider immédiatement le Canadien, un joueur qui est un super beau morceau pour le futur, que ce soit ici à Montréal ou pour une transaction, ou pour avancer puis rentrer dans sa fenêtre pour aller remporter la Coupe. Moi, je le vois être patient. C'est quelque chose qui se présente. On va voir, mais il y a beaucoup pour Marc Bergevin, il y a beaucoup d'informations à recevoir avant de bouger. Puis ça va se passer beaucoup dans le camp de sélection. Tu sais, dans quel état va se présenter Poehling, dans quel état Mété, Jolson, Kotkaniemi, quel genre d'amélioration, quel genre de pas ces gars-là vont avoir fait dans un été complet d'entraînement, de préparation en vue d'une saison dans la Ligue nationale. Ça va en dire beaucoup sur ils sont où et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et là, une fois que tu as toute cette information-là, là, tu peux dire, bon, qu'est-ce qui nous manque en organisation? Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher pour s'améliorer? Et là, tu vas voir un peu plus de mouvements, selon moi. OK. C'est parce que si on attend au camp, les cartes vont être jouées, les joueurs vont être signés et les meilleurs morceaux seront partis. Marc Bergevin, puis là, on ne s'entend pas sur le cap salarial. Là, on parle de 82 millions au moment où on se parle. Ce qui donne aux Canadiens un espace sous le cap salarial d'un peu plus de 10 millions. Je l'ai ici exactement. Là. On parle de... attendez une seconde, j'ai changé de page. 10 millions. On va mettre 10 millions. Je vais vous donner le chiffre exact tantôt. Là. 10 millions de dollars. OK? Puis là, hier, je t'ai écouté au sport. Le 7 millions... Au sport! Sport 30. Au sport! Qu'est-ce qu'il y a au sport? C'est bon, Bruno. C'est le même qu'on appelle ça, les sports. Les sports RDS, Sport 30. Avec Ben Baudouin. Puis tu as parlé du pourcentage du contrat de Kevin Hayes pour justifier son 7 millions. Combien vaut un Matt Duchene maintenant? Est-ce que le Canadien doit s'intéresser? Parce que moi, j'ai dit, le joueur le plus intéressant des joueurs autonomes, le meilleur joueur, c'est Erik Karlsson. Il est rayé de la liste. Le meilleur joueur, maintenant, est-ce que c'est Panarin, Duchene? Panarin, on l'attache déjà avec les Panthers de la Floride. Combien vaut maintenant Matt Duchene? Il ne vaut pas les 11 millions de Tavares. C'est pas John Tavares. Il ne vaut pas les 7 de Hayes parce que c'est un meilleur joueur que Kevin Hayes. Combien? Tu es en train de faire de moyenne, là, finalement? Travaille fort. Oui. Bruno, combien vaut Duchene et les Canadiens doivent-ils s'intéresser à un Matt Duchene? 28 ans, si tu lui donnes le maximum 7 ans, ça l'amène jusqu'à 35 ans, donc tu lui donnes pas un contrat où il joue à 38. Ça aussi, ça peut être intéressant. Bien, oui, le synchronisme de tout ça, le fait que ça se termine à 35, c'est une bonne chose. C'est un joueur intéressant. Personnellement, je pense qu'il va aller chercher trop sur le marché pour ce que je mettrais, ce que je serais prêt à faire pour m'attacher à un joueur. Matt Duchene est un excellent joueur. C'est moins un joueur qui va rendre les autres autour de lui meilleurs. C'est un joueur qui est excellent avec la rondelle. C'est un des meilleurs dans la Ligue nationale pour manœuvrer avec la rondelle dans un espace restreint. Ce qui est bon de son jeu, c'est qu'il se force vers le filet. C'est pas juste un joueur de périphérie. Fait que souvent, les joueurs autour de lui vont être capables de récolter par le fait qu'il y a un retour, le fait que la rondelle se présente souvent dans la partie dangereuse. Si c'est un Gallagher qui se tient toujours autour de là, bien, il va souvent te tomber des bombes muffins sur le bâton, puis ça va être facile à mettre ça au filet. Mais c'est pas un genre de joueur qui, soit avec sa vision, soit avec le fait qu'il attire tout le monde vers lui, qui va vraiment rendre les autres de lui autour de lui meilleurs. Il a besoin de bons joueurs pour l'encadrer. C'est là qu'il connaît du succès. Est-ce qu'à Montréal, tu peux lui donner une situation dans laquelle il va valoir son 9,5, 10, autour de 9,5-10 millions, ce qui est quand même un haut pourcentage sur la masse salariale. Il va se rapprocher d'un salaire de Carey Price. Ça devient beaucoup pris entre lui, Carey Price et Shea Weber quand tu essaies d'avoir de la profondeur offensivement, tu essaies d'avoir de la profondeur dans ta défensive. Il faut vraiment que Matt Duchene soit à son apogée, soit à son meilleur pour que son contrat-là vale la peine. Puis j'ai de la misère à voir ça, surtout avec ce qui se passe dans le marché, puis le fait qu'il va être patient, il risque d'aller à la banque. Puis, je ne sais pas si chez moi, comme organisation, je le ferais. Je sais que Martin, toi, t'es tout le temps, t'es souvent go, go, go. L'argent te fond dans les poches, mais j'aurais une petite hésitation sur lui. Parce que, il faut être honnête, Bruno, tu peux dire que l'argent me fond dans les poches. Mais je ne veux pas avoir des Corey Perry, je ne veux pas avoir des Jason Spezza, je ne veux pas avoir des Faneuf, je ne veux pas avoir des Pavelski, je ne veux pas avoir des
Jason Pominville, des Derek Brassard. Je veux pas avoir des gars qui sont sa pente descendante. Fait que les joueurs qui restent d'intéressants, là, c'est Duchesne. Panarin, on en a déjà parlé. Là. Le Canadien s'était déjà d'ailleurs essayé sur lui avant qu'il signe avec Chicago, puis il avait décidé que c'était Chicago. On associe beaucoup Panarin avec les Panthers de la Floride. Il reste quoi d'intéressant? Gustav Nyquist, tu sais, Marcus Johansson que j'ai beaucoup vanté. Moi, dans le fond, c'est les joueurs qui m'intéressent. Là. Je pense que je les ai donnés hier, mais je vais te les redire. Puis c'est dans des rôles différents. C'est Duchesne, c'est Johansson dans un rôle différent et c'est Wayne Simmons. Mais on s'entend que si tu signes Johansson ou Simmons, tu ne donnes pas le coup de barre que tu espères donner à cette équipe-là. Tandis que si tu signes Matt Duchesne à 28 ans, il demeure en bas du salaire de Carey Price. Tu ne pètes pas ton échelle salariale dans le sens de dire Duchesne fait plus que ton meilleur joueur. Tu sais, il va rester le deuxième meilleur joueur de ton équipe ou le troisième meilleur joueur. C'est un centre qui prend les mises en jeu et qui les gagne. C'est un centre qui rapide. C'est un... Tu sais, déjà, là, je pense qu'il rentre dans ta formation puis qui est ton premier centre. Là. Oui, et puis ça, j'ai aucun problème avec ça. Ou bien même, dans l'optique, ce que tu vois aujourd'hui, c'est plus premier, deuxième, troisième trio. Les équipes se créent de la profondeur puis ils veulent manipuler avec ça. Puis tu vas avoir plus que juste un bon trio. Tu l'as vu avec ce que le Canadien faisait cette année. Il y a beaucoup de pièces qui bougeaient. Oui, il rentre, qui peut facilement être le premier centre. Tu rentres un autre joueur du style de ce que tu as déjà beaucoup à Montréal. Oui, ce serait le plus talentueux, selon moi, niveau production. Mais c'en est un, c'est encore un petit joueur gaucher. Que là, tu restes un peu pris dans le moule que tu as. Je pense que tu aurais plus d'impact. Simmons, je trouve ça intéressant, dépendamment du salaire, mais c'est plus le Wayne Simmons qu'il y avait à l'époque à Philadelphie, mais c'est quelqu'un qui peut encore apporter beaucoup à une équipe. Mais un Lee que moi j'aime bien avec les Islanders, c'est juste que ça amène une autre dynamique à ton équipe. Ça a un plus grand impact à ce moment-là, dépendamment du genre de joueur. Mais quand tu es dans un marché, il y en a plusieurs cette année, puis surtout avec le fait des joueurs avec restriction, la possibilité d'une offre hostile, mais il y a un peu plus sur le marché présentement. Fait que tu peux te revirer à gauche, à droite selon ta situation, selon ce que tu as besoin. Mais ça reste que c'est très difficile au 1er juillet. Tu as toutes les équipes qui essaient de s'améliorer, souvent dans les mêmes positions. Ça fait de la surenchère. La meilleure façon de bouger, la meilleure façon d'aider ton équipe, selon moi, c'est quand tu es capable d'être patient, de vraiment définir c'est quoi tes besoins et d'aller trouver un partenaire de danse qui a les besoins opposés aux tiens. Et que si le Canadien a beaucoup de profondeur au niveau des jeunes talents qu'ils ont, dépendamment du choix de première ronde cette année, plusieurs choix au repêchage cette année, l'année prochaine, c'est là que tu fais un espèce de bon panier cadeau à une équipe qui est dans une autre direction, qui, eux, veulent se rajeunir, qui ont encore de très bons joueurs, qui ont un certain temps sur leur contrat. Les autres veulent remplir leur banque d'espoir, remplir leur banque de choix. Et c'est là que tu peux commencer avec eux. Et là, tu vas avoir beaucoup plus pour ton argent dans ce genre de transaction-là que de te lancer parmi 31 équipes le 1er juillet, puis vouloir surpayer quelqu'un à long terme dans une situation où c'est encore incertain, le plafond salarial. S'il y a des incertitudes cette année avec le plafond, tu peux pas assumer qu'il va monter à son maximum d'année après année, puis que le gros contrat que tu as là, ben, plus tard, le pourcentage va être plus bas, ben, tu vas pouvoir rentrer un autre joueur. C'est pas le cas. Et tu as vu les équipes qui se sont rendues en finale, c'est des équipes qui ont joué avec des joueurs qui étaient aubaines, des joueurs qui ont grandi soit dans leur organisation ou qui ont été cherchés, signés à un bon prix, à un bon moment. C'est là qu'est la différence. Ouais. Ben, en tout cas, regarde, il n'y a pas de défenseur gaucher sur le marché des joueurs autonomes. C'est pour ça que je me dis, tu signes le meilleur disponible, c'est Duchesne, puis ça te permet peut-être de sortir un joueur important à ta formation, mais que tu peux maintenant mettre disponible parce que tu as signé un autre joueur autonome pour aller chercher ce défenseur-là. Je faisais le tour des équipes pendant qu'on jasait, des équipes qui sont pris au plafond. Ils ne donneront pas leur meilleur défenseur gaucher. Là, fait que, tu sais, je regardais Vegas, ils ne vont pas te donner chez Theodore. Là. Ils vont peut-être te donner John Merrill. Là. Mais à Vegas, c'est intéressant parce que tu as une belle profondeur de défenseurs gauchers, de très bons joueurs, et eux vont devoir prendre des décisions rapidement. Ça va être une équipe qui va être justement intéressante là-dessus. Et c'est là que tu deviens partenaire de danse avec eux
Puis ça peut être plus intéressant. Tu as raison. Le Canadien c'est sûr, va cogner à la porte de l'agent de Matt Duchene, va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il recherche. Puis le Canadien, avec le bond qu'ils ont fait l'année passée, avec le fait que tu as Carey Price qui a fait un super beau geste, encore une fois, hier, aux cérémonies des joueurs, des trophées, qui est très bien respecté à travers la Ligue. C'est le gardien le plus respecté à travais la Ligue, malgré le Vézina à Vasilevski. Tout le monde, on sait que c'est quoi le statut de Price. Le monde connaît le statut de Weber. C'est une jeune équipe dynamique qui a des piliers, qui devient intéressante pour un joueur qui se dit, moi, j'ai une fenêtre, là, j'ai 3, 4 ans, 5 ans de hockey à mon prime, puis je veux aller dans une équipe qui va compétitionner pendant ces 4-5 ans-là. Et le Canadien commence à entrer dans cette dynamique-là. Ça commence à être une des équipes qui regarde et dit, si je m'en vais là, j'ai des chances de faire les séries pour les 4-5 prochaines années. Quand tu regardes la banque d'espoir qu'il y a là, quand tu regardes les joueurs établis qu'il y a là, c'est une équipe qui est en pente ascendante. Puis ça devient intéressant pour un Matt Duchene, éventuellement, ou un agent libre qui peut dire, regarde, moi, je veux m'enligner vers ça. Je peux poser des questions. Matt Duchene, s'il signe à 9 millions. C'est le salaire de P.K. Subban, c'est le salaire de Jeff Skinner. C'est un peu moins que Jamie Benn. Je pense que c'est avec raison. C'est un peu moins que Tyler Seguin, avec raison. 9 millions, je pense que tu as déjà répondu. Je vais poser la question aux auditeurs. 9 millions, Matt Duchene, tu dis non? À 9? À 9. Mais là, c'est certain que tu vas au maximum. Tu y vas. Tu penses pas qu'il va essayer de se chercher un contrat parce que des fois, il y a la question timing, synchronisme là-dedans aussi. Tu sais, peut-être que le joueur va vouloir un peu moins d'années, espérant avoir un autre contrat qui va l'amener plus loin. Ou, comme tu disais, Matt Duchene, s'il signe le maximum, ça l'amène à 35 ans. Maintenant, ils vont peut-être voir, enlève-moi des années de ça, je vais juste signer un 3-4 ans, je vais être encore à mon prime, puis je vais pouvoir signer un autre contrat là, qui va m'amener plus loin, à 37, 38 ans. Et là, c'est terminé comme ça se terminera. Tu sais, ça dépend de la stratégie de Matt Duchene. Mais c'est intéressant. Millions. À 9 millions, il est intéressant. Mais c'est genre, si tu te dis, tu agrippes le volant, tu m'appelles au plancher, puis tu dis, OK, à 9 millions, tu le prends. Mais c'est là qu'il faut que tu sois très proactif pour encadrer ce que tu es en train de créer. Parce qu'il ne faut pas que tu mettes ça sur les épaules de Matt Duchene, de rendre les joueurs autour de lui meilleurs, à chaque jour à l'arena, d'être la meilleure influence pour ce qui est de l'éthique de travail, de la mentalité. C'est quelqu'un qui a un impact sur la glace production. Puis c'est super. Il est bon pour ça. C'est tout. On va lui demander d'avoir un chauffeur. On va lui demander de ne pas prendre Uber. Ça pourrait... Ça, c'est une très, très bonne idée. Ou un Uber qui ne parle pas anglais du tout. Ça serait un Français de France. Okay, Carey Price a signé pour 14 de la masse salariale. On l'a dit hier avec les auditeurs, là, de plus en plus, là, oublier les chiffres, parler de pourcentage. Donc, Price a signé pour 14 Chez Weber, à l'époque, a signé son contrat pour 13 Weber, 13,1 je cherche des joueurs chez les Canadiens. Pourquoi ils ont signé? Je vais prendre Jonathan Drouin, que c'était un contrat de 5,5 millions à l'époque, 7 du cap. 7,5 du cap pour Jonathan Drouin à cette époque-là. Je ne sais pas si tu as d'autres suggestions là, de contrats que le Canadien a signé avec certains joueurs. Tu sais, Gallagher, là, à 3 points, on va dire que c'est un deal quand on l'a signé, là, 5 du cap. Mais tu sais, même chose, excuse-moi, Martin t'interrompt, mais Pat, il dit 9 millions pour Jane. Le marché est rendu là, puis on ne peut pas regarder les contrats de Scheifele, Gaudreau, Pasternak. Là, tu viens de nommer Gallagher. Non, ça, c'est les aubaines. Les aubaines de la Ligue. Là, tu viens de nommer les McKinnon, les Scheifele. Ça, c'est un coup de circuit. Comme les Hawks avaient fait dans le temps avec Duncan Keith, c'est des coups de circuit comme ça qui te permettent de te former un noyau qui va t'amener en série, qui va donner une chance de gagner la Coupe Stanley. Il faut que tu trouves un moyen. Puis souvent, c'est juste avec le synchronisme. Mais tu sais, tu regardais la série finale cette année, il y a beaucoup de ces joueurs-là que ça en est un excellent synchronisme, que ce soit le contrat de Pietrangelo ou le contrat de Bergeron. Il y avait beaucoup de bennes sur la patinoire. Puis ça te permettait d'avoir de la profondeur, ça te permettait d'aller faire l'ajout d'un Charlie Carl, d'un Johansson.
ça te permet de renflouer autour puis de rendre ton équipe meilleure quand tu as ces aubaines-là. Oui, mais tu sais, comme Perron, il était disponible pour tout le monde. C'est parce que le monde n'a pas levé le nez sur lui, mais il y a eu des offres, mais même dit, il y a eu des offres plus payantes ailleurs. Il voulait avoir plus d'années, fait qu'il a pris moins d'argent. C'est ces joueurs-là que tu, comme directeur gérant, qu'il faut que tu piffes à dire, ce gars-là, tu sais, Armstrong, aussitôt que Perron est parti, il savait, puis quand il avait revu David, il regrettait que David soit parti. David, c'est plus juste un joueur offensif, c'est un joueur qui joue dans les deux sens de la patinoire. On prend lui comme exemple parce que, un, il est sur le show, puis deux, il était à la finale de la Coupe Stanley, puis il l'a gagné, pauvre petit. Mais c'est un exemple. Ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres que ça fait partie des signatures que tu ne peux pas passer à côté. Shifley, tu as raison, c'est un bargain. À 6 millions, il a signé pour 8 du cap hit. Fait que, mettons, je vais aller voir son collègue Wheeler. Wheeler qui est toujours à peu près un point par match ou proche. C'est peut-être ça qui se rapproche le plus de... C'est 10,38 pour Wheeler. Fait que, tu sais, 9 millions pour Duchesne dans ma salade d'aujourd'hui, c'est 11,32. Tu parles de pourcentage? Hein? De pourcentage. Ah ouais. C'est tout ça à cette heure. On va oublier les chiffres, on va les associer avec les pourcentages. Est-ce que Matt Duchesne... C'est un excellent joueur. C'est sûr qu'il a un point faible pour retourner à Saint-Louis. C'est un excellent joueur qui a été placé dans une position... C'est un joueur de profondeur. Il est arrivé, il a eu la chance de jouer avec de très bons joueurs, avec O'Reilly. Il a eu la chance d'être placé dans une position pour faire parler de son talent. Parce que quand on parle de talent pur, Perron, c'en est un des très, très, très bons dans la Ligue nationale. Mais il a été placé dans une situation, puis c'était une signature de profondeur au noyau qui était déjà formé là. Ça, c'est différent que d'y aller de l'autre côté où tu vas chercher ces pièces-là puis t'espères qu'ils deviennent ton noyau. Tu sais, c'est là que moi, j'aime bien, j'adore Matt Zuccarello. C'est un joueur qui rend les joueurs autour de lui meilleurs. Selon moi, c'est un joueur sous-estimé dans la Ligue. C'est le genre de joueur que tu l'amènes, un peu plus discret, un peu moins flashy comme signature, mais c'est un joueur qui va te coûter moins cher, qui va t'en amener plus pour ton argent. Puis un peu à l'image de David Perron, tu sais, comme les années avancent, comme ces joueurs-là peaufinent leur jeu, ils continuent de s'améliorer. Il y en a qui sont tout le temps à la recherche de façon d'être un meilleur joueur avec un meilleur impact sur la patinoire. C'est le genre de signature comme ça que tu veux faire quand ton noyau est à maturité, que de juste courir après la tête de ton noyau. Le repêchage s'en vient. Attends une minute. T'as dit non là, pour Duchesne à 9 millions? Ben non, j'ai dit à 9 millions, j'étais tenté. Mais j'agrippe le volant. Hey, je vous le dis, les auditeurs, il fait pareil dans le corridor dans la vie de tous les jours. Il me répond pas. Je vous le dis, là, il fait pas juste ça pour on jase. Bruno, non, 9 millions, Matt Duchesne. Oui ou non? Moi? Combien de temps? Non. Moi, 7 ans, 9 millions. 7 ans? Non. OK, moi, non, les auditeurs. Oui ou non, Matt Duchesne, faites-vous un offre, 9 millions, 7 ans. Là, toi, tu as dit ton joueur, ça serait Zuccarello. Fait que tu passes par-dessus mon Johansson, mon Seaman pour Zuccarello. Oui. Okay. Il est plus vieux, Zuccarello, par exemple. Oui. Mais c'est là, ça dépend. Moi, je veux ajouter un joueur qui va venir aider. Je suis pas prêt à donner du long terme. Je suis pas prêt à donner un 5-6 ans à Matt Zuccarello. Mais si, pour 3 ans, au bon montant, pendant que tu as de l'espace sur ton plafond, c'est le genre de joueur que tu vas pouvoir glisser partout sur ta formation, qui, avant longtemps, va se retrouver sur ton trio productif offensivement, sur ton avantage numérique. C'est tellement un bon joueur avec son bâton. Il est bon défensivement. Sa vision du jeu est une des très bonnes dans la Ligue nationale. Moi, c'est un genre de joueur. Puis c'est le genre de joueur... j'ai eu la chance de côtoyer et de le connaître. Tu le rentres dans n'importe quelle chambre de hockey, il se fait apprécier par tout le monde rapidement. Quand Nate Thompson est arrivé avec le Canadien, c'est une genre de belle addition parce que c'est ça, tu sais qu'il va être apprécié rapidement et qu'il n'y a pas de problème et qu'il va devenir une influence positive sur tes joueurs. Fait que ça, c'est le genre de joueur de support, genre l'entourage, la viande autour de l'os, ce que tu mets, la chair autour du noyau. Appelle-le comme tu veux, c'est comme ça que tu viens former une recette gagnante avec un peu de piquant. OK. Je te flush, mon chum. Ben, merci. C'était fin. C'était bref, mais bon. OK. Je te flush. David Perron vient de me texter il y a 5 minutes avant que la voix il lâche. Fait que je vais appeler David Perron.
Puis après ça, j'ai Luc Gauthier, qui est scout avec les Penguins de Pittsburgh. Il ne retourne pas en meeting avant midi. L'horaire à eux autres, ça veut dire 3 heures. Fait que c'est ça qui s'en vient sur le show. Bon, mais en vrai, tu diras à Dave qu'il se prenne un petit tour chaud citronné avec un peu de miel. Ça va l'aider, le gargoton. Je pensais que tu allais y suggérer une fusée d'MP2. Ça, c'est option numéro 2. Ça marche pas. OK. OK. Arrêtez le fun sur les 100 studios. On aurait pu jaser avec David ensemble. Je te laisse cette évocation. Demain, 7 h, on jase du draft ensemble, puis on se prend des paris sur qui sort. Parfait. Ciao, buddy. Salut. On va appeler David bientôt. Je vais juste prendre. Juste dire, on appelle David en premier, on va faire 5 minutes. Excellent. Je suis prêt à écrire à Luc. Je suis prêt à écrire en même temps. Tu sais que je peux faire des choses. Je fais David 4 minutes. Ouf, ça veut dire 7. Et je t'appelle. Excellent. Vas-y, parle. Vincent parle de oui pour Matt Duchesne. Il y a plusieurs commentaires différents que je vais lire. Là. Gaétan dit non à Duchesne pour 9 millions, mais lui, il évoque Panarin pour 11 millions. Okay. Mais il y a un attachement avec les Panthers. Bref, on va voir. Là, c'est pour les joueurs. J'aime ça. Vas-y. J'ai demandé Duchesne, les gens font-tu pas? Il y a un non à quelque part. Jérémy dit non. Claude dit Zuccarello, Bruno dans le mille, Duchesne à 9 millions pour 7 ans. Non, ça c'est Claude qui écrit ça. Jasmin, non. Un autre non pour Duchesne. Francis dit à mon avis, Zuccarello ne signera jamais pour seulement 3 ans. Ouais. Surtout qu'il est plus vieux. C'est un autre élément de réponse. Il y avait le nom de Nyquist aussi qui est sorti un petit peu plus tôt. Puis on va poser la question aussi aux éditeurs là, pendant qu'on est en train d'établir la communication avec David. Tu sais, le Canadien, là, plusieurs choix au repêchage. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu transiges? Mon ami Michel Laprise vient de m'écrire. Il dit, d'après moi, le Canadien va se reculer au repêchage pour aller chercher un choix entre 25 et entre 20 et 25 et un autre choix pour repêcher un gardien de but. On verra. Merci Michel de m'avoir écrit. Ouais, on va aller rejoindre David puis on continue avec vos commentaires. Zuccarello a 31 ans. Fait que pour lui, s'il est 3 ans après ça à 34, tu peux pas y aller pour la cagnotte. C'est sûr. Oh, j'aurais aimé ça avoir un thème de la fanfare et des pétarades de notre invité. Il est champion de la Coupe Stanley 2019. David Perron, salut. Salut Martin, ça va bien? Ça va bien. O'Reilly, hier sur la scène à Vegas, a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de voix. Je pense que c'est la même chose pour toi. Regarde, je pense que c'est une combinaison. Évidemment, on a fêté extrêmement fort. On travaille pour ça depuis notre jeunesse. Puis regarde, on a atteint notre rêve. Donc, c'était extrêmement spécial la dernière semaine. Mais tu sais aussi, je pense que l'adrénaline des playoffs de 2 mois et demi commence à retomber. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui dort plus que 7-8 heures dans une nuit. Hier, je t'en ai parlé, j'ai dormi de 8 heures le soir à 8 heures du matin, donc 12 heures straight. Pour vrai, je pense que j'ai jamais fait ça dans ma vie. Donc, je pense que c'est vraiment l'adrénaline qui a tombé. Puis, c'est extrêmement spécial, c'est ça. Ah, c'est le fun. Et je veux dire aux gens qu'on est en direct, tu prends la peine de nous appeler. Hier, on s'est texté, tu m'as dit, Martin, j'ai vraiment pas de voix. J'ai dit, on essaye-tu demain pour dire un petit bonjour aux auditeurs? Donc, on a un champion de Coupe Stanley, puis vous le savez, la générosité de David, depuis 2 ans, là, qui est avec nous autres tous les mercredis. Vous avez une question par rapport à ce qu'il a vécu, la Coupe Stanley, vous ne vous gênez pas. Ça va me faire plaisir de transmettre la question à David. Ça a pris combien de temps, David, avant que vous alliez vous coucher? Parce que vous avez gagné la Coupe à Boston. Vous êtes revenu, on s'était parlé à la radio le matin quand vous êtes atterri à Saint-Louis. Qu'est-ce qui se passe après ça? Regarde, on n'a pas arrêté de festoyer. Il y a des gars qui n'ont pas dormi, je pense, jusqu'aux 4-5 heures le lendemain. Donc, je parle en soirée, pas en matinée. Donc, tous les gars, je pense qu'on était pas mal debout, au minimum jusqu'à 8-9 heures du matin le lendemain. Le temps de prendre, célébrer dans la chambre avec les gars. Je pense que c'est la partie la plus spéciale, ça. Quand tu lèves la Coupe cette année, ta famille vient sur la patinoire, mais après ça, t'amènes la coupe dans la chambre avec le champagne, tout ça. Les gars avec qui t'étais à la guerre pendant 2 mois et demi, regarde, c'était absolument incroyable. Je vais tout le temps m'en rappeler pour le reste de ma vie de ce côté-là. Puis, tu sais, regarde, c'est pas compliqué. Là, les gars, le sommeil, je pense que c'est la dernière affaire qu'on pensait. Le temps de retourner à Saint-Louis, il était déjà rendu 4h30, 5h du matin. Puis, il y avait d'autres mondes qui nous attendaient à l'aréna là. Donc, on n'a pas arrêté de fêter. Puis, après ça, on a amené la coupe à Vegas pendant quelques jours. Puis, regarde, comme tu l'as dit, O'Reilly est encore là parce que c'était la soirée des trophées hier. Il a gagné le trophée Selke. On est extrêmement fiers de lui. Puis moi, personnellement, je suis vraiment chanceux d'avoir joué avec lui cette saison.
Parle-moi-en. Si j'avais pu te parler au lendemain de la Coupe, je t'aurais parlé des festivités, mais son père, à O'Reilly, a confirmé que son gars avait des côtes crack ribs. Je ne sais pas si c'est fêlé, craqué ou cassé qu'on dit, là, mais en français, là, mais qui a joué comme ça. Puis j'ai l'impression qu'à partir d'un certain match à Boston, s'est mis à prendre l'équipe sur ses épaules. Puis toi, sur sa ligne, vous avez suivi sa parade. Oui, qu'est-ce qui était vraiment énorme pour lui et pour notre équipe, c'est les jours de congé qu'on a eu entre San Jose puis Boston. À partir de là, je pense qu'il ne sentait plus vraiment. L'autre chose, il y a beaucoup de gens qui parlaient de ses mises en jeu pendant les playoffs. On croit que ça va un petit peu moins bien qu'en saison. Tu sais, selon moi, il y a plus qu'un facteur, là. Les gars travaillent encore plus pour chaque mise en jeu pendant les séries. C'est le même, c'est la même chose. Il y a moins de buts. Une sorte d'affaire de même est différent. Puis deuxièmement, contre Dallas, il prenait quasiment chaque face-off contre Tyler Seguin. Tyler Seguin, il est très bon aussi dans les mises en jeu. Puis la façon qu'il les prend, je pense que c'était difficile pour Ryan par moment de s'ajuster étant donné qu'il utilisait son patin. Il avançait vraiment son patin proche du dot là, de mise en jeu. Puis légal, pas légal, je pense que les arbitres le laissent aller. Donc ça a été difficile pour ça. Puis là, en plus de la blessure que je pense que ça a commencé autour de la série contre Dallas. Donc c'est sûr que ça a été des moments difficiles pour lui, mais il a travaillé vraiment fort avec notre équipe médicale. Puis à partir de la série de Boston, je pense qu'il se sentait bien. T'étais-tu en santé pendant la série, là? Oui, mais moi, ça a été pas super. Pour vrai, qu'est-ce que j'étais content? T'sais, évidemment, l'année d'avant, ma tête, c'était ordinaire, là, ou le coup, peu importe ce qu'on peut dire, je me réveillais le lendemain des games. Chaque matin, je filais vraiment pas. Donc, c'est difficile de vouloir aller mettre ton empreinte sur un match ou avoir un impact que tu sais que tu vas aider l'équipe plus que ton niveau normal. Cette saison, j'ai encore mal à un genou. Là. J'avais de quoi pendant les séries un genou pas mal tout le long, mais c'est peut-être juste l'effet de vieillesse. Je sais pas, mais en ce moment, je le sens pas mal. Puis on va voir si ça va aller. Les docteurs, ils pensent que environ 3 semaines, ça devrait être retourné. Soit c'est les ligaments ou pas ligaments, regarde, ça change pas grand-chose. J'espère juste que le 3 semaines va faire le travail. Ça t'a pas empêché de jouer à Houdini dans les coins pour confirmer la victoire face aux Bruins? Quel move! Tu t'en vas dans les coins, puis on dirait que tu vas mourir là, puis tu sors de là avec la rondelle. Quel jeu! Oui, ben regarde, souvent, il y a des jeux qui sortent de nulle part de même, puis on t'avoue que je l'amenais la rondelle dans les coins, c'était avec en tête aussi que c'était 3-0, qu'il fallait éliminer chaque seconde possible pour donner aucune chance à Boston. Puis du moment que j'ai réussi à virer, que j'ai fait mon premier move vers la glace qui était ouverte, là, j'ai senti qu'il y avait de quoi qui se créait. Donc, puis mon idée initiale, c'est de donner la rondelle au filet. Je me dis, il va y avoir de quoi de bon qui va arriver à partir de là. Puis à la dernière seconde, j'ai vu Sanford ouvrir à l'autre bord. Donc, si les gens vont revoir le but, vont revoir la célébration, je pense que c'est clair dans ma célébration que je sais qu'on va gagner la Coupe Stanley à partir de ce moment-là. Puis c'était extrêmement spécial comme feeling de vivre ça avec mes coéquipiers trio. Sais-tu quand est-ce que tu vas avoir la coupe? Comment ça marche ces affaires-là? Tu sais-tu quand est-ce que tu vas l'avoir? As-tu le temps de manger une poutine dedans? Parlant de poutine. Regarde, justement, je viens juste de revenir au Québec hier soir. J'ai fait la route avec mon père, avec les 2 autos. Donc, je veux pas... les détails de ça sont pas vraiment sortis. J'ai entendu milieu août, genre début à milieu à août pour le moment, mais je ne sais pas, on va avoir plus de détails prochainement. Pour la poutine, justement, je viens d'envoyer ma blonde là, au fameux Louis Lanchonette à Sherbrooke, puis je viens d'arriver chez mes grands-parents, donc on s'en va manger une bonne poutine avec mes grands-parents, puis je suis content de les voir. Pensez à toi, je me suis fait une poutine maison hier, puis elle était bonne, puis j'ai dit David la mangerait dans la Coupe Stanley. C'est ça qu'il va faire au mois d'août. As-tu déjà une idée de qu'est-ce que tu vas faire? Certainement, tu vas faire ça avec la famille proche, leur faire profiter. As-tu une idée de ce que tu veux faire avec? Oui, bien, regarde, c'est sûr que j'ai quand même vu, au travers des années, qu'est-ce que les gars font avec. D'habitude, un petit moment en famille, peut-être le matin ou dans l'après-midi, de quoi, peut-être pour ma fondation, pour aider d'autres fondations dans le coin de l'Estrie, je vais voir. Puis oui, en soirée, tu sais, faire de quoi un party privé ou de quoi de même avec les gens que, tu sais, ça, justement, je parlais avec ma blonde, je parlais avec mes parents l'autre jour de ça
ça va être quand même difficile, je pense, d'essayer de rassembler tous les gens que tu essaies de penser dans ta tête qui t'ont aidé depuis le début, sans oublier personne. Puis, regarde, mais tu sais, c'est de quoi que on rêve toute notre vie, puis on va prendre le temps, on va s'asseoir, on va écrire tous les noms. Le lendemain, on va essayer de refaire le même cheminement, écrire tous les noms possibles, puis qui méritent d'être là, si tu veux, à un party privé. Puis, regarde, de cette façon-là, on va faire ça du mieux possible. C'est pas beaucoup de questions qu'on a, c'est plus des gens qui sont tellement fiers pour toi. David Perron mérite une statue sur la rue King Est à Fleurimont, Sherbrooke. Regarde. Je tiens à dire un gros merci. Je vais prendre la poutine du Louis. Si le monde veut m'acheter un an gratuit de poutine au Louis Lanchanoff, je vais prendre ça au lieu d'une statue. Ça va faire bien mon affaire. C'est bon. Je pense que c'est Patrick qui posait cette question-là. David, tu as eu la Coupe Stanley, tu as fait le tour un peu. Est-ce que... À quoi tu as pensé rapidement là, quand tu as eu la coupe dans les mains? Y avait-tu une pensée spéciale ou pensais-tu à quelqu'un, à ton cheminement? Oui. Ben, tout ça. Regarde, je pense que la façon dont je me suis préparé aussi mentalement avant chaque match, c'est un peu en fonction de ça. J'essaie de recréer depuis que je suis jeune, comment je me suis rendu ici, puis que toutes les expériences que j'ai vécues m'ont préparé mentalement, physiquement. Émotionnellement, toutes les façons pour vraiment être prêt pour ce moment-là, puis si c'était le temps que je joue le meilleur hockey de ma carrière. Donc, oui, regarde, j'ai pensé à toutes sortes de monde quand j'ai levé la coupe. Quelques jours plus tard, c'est spécial quand je me rappelle, on était à Vegas il y a quelques jours avant d'aller souper, on était assis dans la chambre d'un gars, la coupe est là. Là, tu te mets à regarder les noms sur la coupe. Tu sais, quand tu as des petits moments de même avec, c'est spécial. Donc, c'est vraiment le fun, puis regarde, on va en vivre plein d'autres. En tout cas, il y a des fans de Poutine au Louis. Là, tout le monde écrit. Ça a fait un hit, ton message de Poutine. Bel blog, beau message, quelle bonne Poutine. En tout cas, bon porte-parole. Ouais. Je me joins à Pat puis plusieurs personnes qui t'écrivent et disent je tiens à dire un gros merci à David pour son temps qu'il nous accorde. Une très belle fierté québécoise pour avoir gagné la Coupe Stanley. David, merci du temps que tu nous as donné. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans même maintenant. Puis 2 fois, tu t'es rendu en finale de la Coupe, puis malgré tout, tu restais disponible pour nous jaser. Puis sais-tu quoi? J'ai l'impression, je le sais, quand tu le fais, ça te fait plaisir. Tu le fais pas parce que tu me dis que tu le ferais. J'ai l'impression que ça te tient à cœur. Fait que je veux te dire un gros merci. Regarde, c'est bien apprécié. Puis oui, je le fais parce que j'aime ça parler avec vous autres, puis communiquer avec les gens du Québec en même temps. Donc, c'est spécial pour moi de jouer au hockey. Ça va toujours l'être. Puis regarde, c'est juste une petite façon de même là, d'intégrer les partisans de hockey du Québec à savoir un peu ce qui se passe dans ma carrière, puis c'est juste pour le plaisir. Les gens t'adorent, puis moi, je te remercie. Puis au mois d'août, je vais essayer, quand tu auras la coupe, là, je vais m'improviser journaliste, puis j'irai te prendre en photo, puis faire un petit texte pour rds.ca avec toi là-bas. Yes, parfait, merci beaucoup. Je te remercie, David, puis passe un bel été, profite de la famille, puis repose ton genou. Regarde, merci. Je suis juste content que ma voix ait fait toute l'entrevue. Là, je vais aller reposer ma voix parce que j'ai dit à au moins 10 à 15 autres médias québécois que j'allais leur parler vendredi. Donc, j'espère que ça va suivre ma voix demain aussi. All right, tes fans ont parlé en premier. Merci, David. Merci. Bye. C'était David Perron. Encore. Quel bon Jack. Puis tu sais, je vous l'ai dit, là, Luc Gauthier, on va parler tout à l'heure. C'est la première affaire que je t'ai dit en rentrant en studio. Luc. Je dis, Colin, on aurait dû l'appeler avant. Quel bon monsieur. David Perron. Non, mais il n'y a pas de mots. Puis les gens le félicitent. Puis c'est très, très apprécié que vous preniez le temps d'écrire pour David. Sylvain dit David pensait à Martin en suivant la Coupe Stanley. Il t'a pas nommé, là, mais il y a peut-être eu une petite pensée pour toi. Non. Mais c'est des messages de félicitations qu'on reçoit. Puis on va lui transmettre. De toute façon, on lui avait déjà transmis la plupart de vos messages à David. Absolument. Qui est là chaque semaine. Puis j'espère qu'on aura la chance de lui jaser la saison prochaine aussi. Ouais, je vois pas pourquoi cette relation-là arrêterait. Je pense en plus que vous appréciez, tu sais, comme quand il parlait des mises en jeu de O'Reilly, c'est des choses que même moi je ne remarque pas, mais tu sais un nombre de fois qu'il nous dit des affaires, puis je te dis, je l'ai remarqué à la game suivante, etc. Exact. On apprend. OK, je sais que ça continue également pour les matchs de chaîne. Je suis déçu de voir que les gens ne veulent pas de grosses améliorations. Un match de chaîne, ça a l'air d'être non, etc. Sur notre messagerie.
Continuez de nous écrire. Moi, j'ai proposé Duchesne, Johansson, qu'on peut saupoudrer un peu partout, que ce soit à gauche ou à droite, même au centre, jamais il y a des blessés. Ça, je pense que c'est un petit couteau suisse qui ne coûte pas trop cher, que tu peux saupoudrer un peu partout. C'est une bonne acquisition des Devils du New Jersey, mais je pense qu'il n'a pas pu se rendre justice en raison des blessures. On l'a vu en série, comment il était important, former un bon duo avec Charlie Coyle. Wayne Simmons faisait 5 millions, était à 30 ans. Est-ce qu'un contrat de 2 ans, 3 ans à 5 millions encore pourrait être suffisant pour attirer Wayne Simmons, qui a gagné le trophée Marc Messier hier? Oui, effectivement. Puis je sais que Bruno mentionnait le discours de Carey Price par rapport à... C'est une séquence que vous pouvez visionner sur rds.ca. Puis d'ailleurs, elle a été très consultée hier soir, évidemment, puis aujourd'hui. Si vous avez manqué ça, puis je pense pas que les auditeurs d'Ongeance l'ont manqué, là, parce que c'était vraiment frappant, là, mais disponible sur rds.ca si vous ne l'avez pas vu. Tu parlais de Wayne Simmons. Il y en a qui suggèrent le nom de Gustav Nyquist. On l'a dit un petit peu plus tôt. Vincent dit qu'est-ce que vous pensez de récupérer de mauvais contrats au lieu d'aller chercher un joueur autonome surpayé? Lui, dans son cas, Vincent, il propose d'aller chercher Clarkson, là, qui a un problème qui n'a pas joué avec Vegas, puis qui a un problème, évidemment, au niveau de la masse salariale des Golden Knights. Il proposerait la même chose pour les Oilers en ajoutant Pujärvi et Lucic, d'absorber le contrat Lucic. On en a déjà parlé de Milan Lucic ici en ondes. Là. Mais il se demande si ce genre de situation-là ne pourrait pas se produire au niveau du Canadien. Pour Pujärvi, ça reste un quatrième choix au total. Pas certains qui vont en faire un Armia, dire prendre le contrat de Mason, on va te donner Joel Armia. Je ne suis pas sûr que c'est ce que les Oilers vont faire, vont donner Lucic puis prendre Pujärvi. Je pense qu'on va vouloir monnayer Pujärvi beaucoup mieux que ça. Ça vaut quoi, Pujärvi? Pour le Canadien, tu parles? Pour l'ensemble, parce que à un moment donné, c'est une partie d'échec. Lui, il a dit qu'il ne jouerait plus pour les Oilers d'Edmonton. Ouais. Ou s'il n'est pas échangé... Je pense pas que tu vas l'avoir pour une bouchée de pain. J'ai entendu des gens dire Charles Hudon puis un 2. Là. Oui, non, je comprends. Je pense pas que ça va être ça. Pujärvi, comme je dis, là, c'est ça l'affaire. Il faut tout le temps que les gars soient échangés avant qu'il n'y ait plus de valeur, mais à un moment donné, ils n'en ont plus, puis ils passent au balotage. Fait que, on va voir ce qui va se passer dans le cas de Pujärvi. Je vous l'ai dit tantôt en début d'émission, je suis très content de lui parler, puis je regrette même de ne pas l'avoir appelé plus tôt. C'est dépisteur des Penguins de Pittsburgh, Luc Gauthier. Salut, Luc. Salut, comment ça va, les gars? Ça va très bien, toi-même? Très bien, merci. Luc, je vais te dire la même affaire que je t'ai dit en dehors des ondes. Tu es excité, vous allez avoir un premier choix pour la première fois depuis un bout? Exactement. Mais il reste encore 2 jours avant leur pêchage. Et puis, on taquinait notre gérant, Jim Rutherford, à propos de ça. On dit, Jim, là, gars, là, reste couché, puis lève-toi pas, ouvre pas ton téléphone, puis tu l'ouvriras seulement vendredi après la première ronde. Là. Fait qu'on riait bien de ça. Mais non, c'est ça. Quand tu es un candidat pour gagner la Coupe Stanley, il faut être proactif. Et puis, c'est ça que Jim a fait dans les dernières années. Puis, je pense que toute l'organisation est reconnaissante envers ça parce que je pense qu'elle l'a prouvé que on était quand même une équipe compétitive dans les dernières années. Alors, c'est pour ça que c'était... écoute, ça fait partie de la game, comme je dirais. Le dernier premier choix qui a appartenu aux Penguins de Pittsburgh, que vous n'avez pas échangé. Je vais même retourner jusqu'à 2012, parce que le seul que vous aviez avant, parce que ça fait 4 ans que vous ne l'avez pas, c'est 2014, puis vous l'avez échangé pour Phil Kessel, c'est Kasperi Kapanen. Donc, après ça, 2013, de Tristan Jarry. Puis là, c'est 2012, c'est Derek Pouliot et Olli Mata. Mata qui vient d'être échangé au Blackhawks de Chicago et Pouliot qui s'est promené un petit peu. Dis-moi, comment ça fonctionne? Exemple, le meeting de ce matin. Vous étiez en meeting ce matin, puis vous allez reprendre ça cet après-midi. C'est quoi? On met les bases sur la suite des choses parce que je présume que les 24-36 prochaines heures vont être très occupées. Oui, exactement. C'est que premièrement, quand on arrive, justement, quand on est arrivé ici à Vancouver, je dirais que la liste est pratiquement complétée. Il reste des petits ajustements. Puis c'est justement ces petits ajustements-là qui fait que on prend les bonnes décisions. Alors, beaucoup de discussions, surtout cette année, tu sais, on rit bien de ça. On a un choix de première ronde, mais qui sait, peut-être 5 minutes avant que le repêchage commence, on va se retrouver avec un deuxième choix de première ronde.
pour différentes raisons. Alors, faut être prêt. Notre département, ben justement, c'est ça. Faut anticiper peut-être des choses et puis voir comment qu'on peut s'ajuster à la dernière minute. Fait que ces réunions-là, c'est un peu de peaufinage qu'on fait et puis justement qu'on essaye d'analyser notre liste pour justement minimiser les erreurs le plus possible. C'est toujours la même chose ou j'ai l'impression que cette année, c'est pire dans le sens qu'étant donné qu'il n'y a pas de... Tu sais, 1-2, tout le monde à peu près s'entend. Puis après ça, là, ça va dans toutes les directions. Ça vous rend-tu la tâche plus difficile parce que la différence entre le choix 15 et 20 et 21 où ce que vous êtes est tellement proche ou pour vous autres, ça revient à la même affaire, vous allez placer un en arrière de l'autre puis vous ne dérogerez pas de ça? Oui, exactement. C'est un peu la tâche plus difficile, oui puis non, dans le sens que oui, on le sait que si on regarde toute la liste de joueurs qui se retrouvent peut-être des 30 premiers ou des 35 premiers, c'est des bons joueurs. Autrement dit, c'est un repêchage où il y a beaucoup de profondeur. Peut-être pas, comme tu as mentionné, les 2 premiers noms, mais il y a de la profondeur. Fait que pour nous, c'est comme une police d'assurance. Bon, ben regardez, on a de la profondeur, mais c'est de choisir le bon candidat. Puis on le sait que, tu sais, il y a bien des choses, il y a des statistiques qui le prouvent que, tu sais, il y a quand même beaucoup de choix de première ronde qui joueront jamais dans la Ligue nationale. Alors pour nous, c'est d'analyser, puis avec notre philosophie d'organisation, de prendre soin vraiment d'analyser joueur par joueur dans toutes ces dans tous les petits détails pour faire sûr que écoute, qu'on choisit le meilleur joueur qui est disponible quand ça vient le temps de piger. Alors, puis ça, même dans le passé, tu mentionnais que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu. On se préparait de la même manière parce que, comme je te disais tantôt, c'est que on ne sait jamais, on peut se retrouver avec un choix de première ronde à 5 minutes avant que le repêchage commence. Et puis, moi, j'ai eu l'expérience d'un repêchage que, justement, on avait... Quand on a échangé Jordan Staal en Caroline, 5 minutes avant, on avait notre choix de repêchage à nous autres, puis boum, on s'est réveillé, le gérant s'est emmené, puis il avait fait la transaction. Et puis on s'est retrouvé avec le choix numéro 6 qui a été Pouliot, que 6 ou 7 qu'on a repêché cette année-là. Et puis à 20-21, je pense, on a repêché Oli Mata qu'on vient d'échanger à Chicago. Alors, faut être prêt à toutes les éventualités. Puis c'est pour ça que les dernières journées sont là pour justement essayer d'être le plus organisé possible. Deux questions. Premièrement, le top là, du classement, Hughes, Kako et que ce soit Barham ou Turcotte, peu importe le suivant. Est-ce que tu vois la même chose que tout le monde? Tu vois-tu quelque chose de différent? Tu dois me le dire. Tu me dire non, Martin, comme je dis à plusieurs mondes, c'est qu'on va se garder une petite gêne. Puis ça, c'est simple à comprendre. Tu sais, chaque organisation a leur philosophie, ont leur système de repêchage, la manière qui fonctionne. Puis c'est sûr qu'on lit, on regarde tous les commentaires qui se passent là-dedans. Et puis, nous autres, c'est vraiment, on focus vraiment sur notre repêchage, puis ça peut varier, mais c'est sûr que les noms que tu as mentionnés, écoute, gars, là, c'est dur de se tromper avec ces joueurs-là, entre autres en Hughes puis Kako. Après ça, oui, ça peut varier d'un ou deux échelons, mais il reste que c'est très, très dur, puis c'est un drame, comme tu dis, après le 1 et le 2, ça peut varier, mais il n'y aura pas de... Moi, je pense, dans les 10 premiers, les noms qui sont mentionnés dans les derniers jours ou dans les derniers mois vont être probablement les mêmes, sauf pas nécessairement dans la même ordre que peut-être les commentaires qu'on entend. Là. Ça va varier peut-être d'un ou 2 rangs, mais il reste que le bloc de 15 joueurs qu'on entend régulièrement depuis un mois et demi, vont rester les mêmes, ça. Probablement à différents niveaux là, de position. Là. Trouves-tu, puis j'en parlais surtout avec l'an passé, que les équipes repêchent de plus en plus versus leurs besoins? Il y en a qui ont... On a dit que les Canadiens avaient reaché pour aller chercher Kotkaniemi qui était répertorié plus loin. Arizona, quand ils ont vu ça, je présume qu'eux autres, ils devaient avoir Kotkaniemi sur leur liste. Ils ont dit, nous autres, on veut un centre. Ils sont allés chercher Ayton qui était répertorié beaucoup plus loin. Et là, après ça, ça a été la pétarade de défenseurs.
Est-ce que tu trouves que c'est de plus en plus difficile de suivre la liste et de prévoir qu'est-ce qui va vous rester à 21, étant donné qu'il y a des équipes qui reach pour des besoins au lieu du meilleur joueur disponible? Oui, ça peut être une possibilité. Comme me dit, il reste... il y a 30 autres équipes dans la Ligue nationale que je ne sais pas du tout quelle est leur philosophie de repêchage puis tout ça. Oui, c'est des tendances. Souvent aussi, on peut voir des tendances... les clubs, si on retrouve, on retourne en arrière, les clubs qui ont du succès, ils vont s'en aller vers cette tendance-là. Entre autres, dans les années peut-être 70-80, New York Islanders, quand ils ont gagné plusieurs Coupes Stanley, les clubs sont en allés vers ce standard-là. D'être la rapidité, puis avec les habiletés. Les Oilers Edmonton, avant ça, on a eu les tendances de gros bonhommes qui sont physiques. Puis on voit un petit peu la même chose, mais chaque organisation, Martin, ils ont leur philosophie. Oui, on peut peut-être voir ça, qu'ils vont avec les besoins, sauf que c'est une science, le repêchage, c'est une science inexacte. Hein? C'est dur de prévoir. Puis notre rôle en tant que recruteur ou de département de recrutement, c'est de projeter. Qu'est-ce que le joueur va avoir de l'air dans 2, 3, 4 et même 5 ans? Alors, quand on repêche des joueurs à 17 ans, c'est très dur d'évaluer. C'est pour ça que, j'imagine, la majeure partie des organisations rentrent dans les détails pour justement minimiser les erreurs parce qu'on le sait, c'est crucial. Ton choix de première ronde et puis deuxième ronde, sont très importants pour une organisation, vu le nouveau système de cap salarial puis tout ça. Fait que chaque équipe doit rentrer des jeunes joueurs quasiment à tous les ans. Puis c'est un peu, si on regarde notre tendance, nous autres à Pittsburgh, c'est un peu ça. On réussit à rentrer des jeunes joueurs à tous les ans dans notre organisation pour réussir à si j'emploie cette expression, à fitter le cap salarial. Alors, fait que j'imagine beaucoup d'organisations pensent comme ça aussi, puis c'est pour ça que le repêchage est primordial. C'est clair. Raconte-moi donc au poste. Moi, si tu repêchais après moi, Luc, tu le saurais que je repêche pas d'alliés. Je repêche des défenseurs, je repêche des centres. Fait que si tu avais un allié dans la tête, tu pourrais le repêcher si je repêche avant toi parce que je ne le prendrais pas. Là, toi, ce que tu es rendu à 21, les Québécois commencent à apparaître sur les listes. Nos 3 Québécois. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur eux? Sont-ils bons, nos Québécois? Oui. Alors, faut pas. C'est sûr que c'est comme la majeure partie des joueurs qu'on parle, ils ont tous des petits défauts qui vont améliorer. Comme je répète, c'est un jeu de projection. J'essaie de me les imaginer. Si on parle de Lavoie, on parle de Poulin, on parle de Pelletier, c'est sûr, gars, là, ils ont des belles valeurs ou qui vont sortir dans le repêchage. C'est très difficile à prédire. Puis même pour moi, on essaye d'essayer justement de voir à peu près où les besoins des équipes. Puis c'est très, très, très difficile, surtout avec le repêchage de cette année où il y a beaucoup de profondeur. Alors, il y a des joueurs qui vont probablement se faire repêcher en première ronde que nous autres, notre organisation, on prévoyait peut-être qu'elle allait être repêchée en début de deuxième et vice-versa. Alors, mais définitivement, pour répondre à ta question, c'est 3 joueurs de qualité qui ont des choses à améliorer, comme beaucoup de joueurs dans le draft de cette année. Et puis, non, il y a de la belle qualité. Franchement, là, les 3 noms que je t'ai mentionnés, c'est 3 joueurs qui, justement, ont démontré dans les 2 dernières années, pas juste leur année de draft, qu'il y avait des éléments intéressants pour pouvoir évoluer dans la Ligue nationale. Je pense, sans me tromper, Luc, c'est toi. On parle avec Luc Gauthier, dépisteur des Penguins de Pittsburgh. Je pense que c'était toi qui nous avais éduqués en disant, tu sais, des fois, on va rencontrer un joueur, puis il était en avant d'un autre quand on l'a repêché, tout ça, mais il est tombé en amour ou il y a eu une mononucléose. Il arrive des affaires entre le moment du repêchage, puis tu sais qu'on peut pas contrôler. Exact. C'est encore vrai, ça? Oh écoute, gars, là, c'est sûr c'est l'extrême. Là. Je te donne un exemple extrême que pour moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des joueurs que des blessures qui arrivent, puis que ça ralentit leur progression, puis
Mais tu sais, éventuellement, avec les années, ben, ça ne développe pas comme on aurait prédit. C'est pas nécessairement la faute du joueur, c'est juste les circonstances, des blessures majeures, puis on pourrait nommer ça. Mais oui, c'est vrai, c'est ça qui fait que l'ouvrage est intéressant en tant que recruteur, parce que justement, c'est qu'on essaye de prédire un peu, entre guillemets, de l'avenir. Et puis ça, ben, il n'y a pas de cours à l'université c'est vraiment pour apprendre justement à comment évaluer un joueur de hockey ou n'importe quel athlète, j'imagine, là, dans n'importe quel autre sport. Alors, pour nous, c'est ce qui fait que la job est vraiment intéressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, les organisations, entre autres les Penguins de Pittsburgh, on est très, très à l'affût de chaque détail puis de chaque petit élément qu'on pourrait trouver sur le joueur qui fait que ça va le promouvoir ou ça va peut-être le régresser dans notre grille d'évaluation. Et puis ça, c'est vrai, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on n'a pas de données là-dessus. Puis c'est dur de prévoir ces choses-là pour le futur. Luc, dans vos meetings, il va ajouter la question Fortnite. Fortnite, là, il va falloir que tu m'expliques cette expression-là. C'est la première fois que je l'entends, Fortnite. Ça veut dire, je t'explique Non, je t'explique tout de suite. C'est un jeu vidéo gratuit et qui prend tellement... OK. Là, tu parles de jeux vidéo. Ben, écoute, gars, là, faut tout le temps se mettre... Puis ça, je pose souvent la question à bien des intervenants qui sont peut-être dans le hockey, puis tout ça. J'essaie de m'imaginer des fois. Des fois, je vais voir un match de hockey, je reviens, je suis dans mon auto, j'écoute Énergie en passant, et puis, tu sais, je me pose des questions. Le joueur a mal joué. Là, je me pose des questions en disant, ouais, est-il vraiment si bon que ça? Mais au bout de la ligne, il faut que je m'imagine que si moi, j'avais de l'air Luc Gauthier quand j'avais 17 ans, ben des fois, j'ai pas tout le temps joué des bonnes parties, puis j'ai pas tout le temps été performant à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui fait que, justement, oui, la génération d'aujourd'hui, pour revenir à ta question, oui, c'est un élément, peut-être, mais dans mon temps, c'était d'autres choses. Et puis, dans le futur, ça va être d'autres choses. Mais il reste qu'on évalue des jeunes de 17 ans. Alors, ces aspects-là, il faut faire... Oui, peut-être on en regarde ça un petit peu, mais c'est pas... tu sais, c'est des jeunes. Puis, je peux vous dire une chose, que les jeunes d'aujourd'hui, moi, je regarde plus dans le milieu du hockey, on a une belle jeunesse, on a des bons jeunes hommes, puis c'est incroyable la maturité que ces jeunes-là ont. Qu'est-ce qui me fait dire que, oui, c'est peut-être un manque de maturité. À un moment donné, il faut qu'ils s'ajustent, il faut qu'ils prennent peut-être un peu de recul versus peut-être les points que tu viens de mentionner. Mais il reste que, tu sais, c'est des jeunes, puis il faut qu'ils aient un vécu, puis il faut qu'ils vivent leur expérience, puis c'est un peu ça. Puis, mais de là à prendre vraiment en considération ce jeune-là, il est addict aux jeux vidéo. Ben, tu sais, il faut en prendre et en laisser aussi, là. Fait que c'est un peu ça qui fait parce que c'est un fléau. Les 4 sports majeurs, les dirigeants se sont réunis pour savoir qu'est-ce qu'il y allait faire avec ça. Les Canucks de Vancouver ont banni le jeu, pas le droit de voyager, le jeu est complètement banni. Parce que, puis tu sais, il y a l'histoire de Patrick Laine qui est sortie, là, que ce gars-là jouait à des heures pas possibles, puis que les gars arrivent scrap le lendemain, tu sais, puis qu'ils ont plus de temps à sa machine qu'à s'entraîner. C'est maladif, c'est addictif, cette histoire-là. Oui. Je me disais des meetings, ça doit être une question. Oui, on regarde, mais il reste que, tu sais, ça prend une éducation, puis ça prend un suivi. Puis, c'est arrivé au point où que des organisations sont obligées de mettre de la réglementation pour faire ça. Tu sais, il n'y a pas d'exemple qui me vient en mémoire, mais peut-être dans les années 90, 80, c'était d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est ça, avec tous les réseaux sociaux. Je peux te donner un autre exemple. Aujourd'hui, les jeunes, avec les téléphones, les ordinateurs, ça communique très rapidement entre eux autres. Puis des fois, surtout peut-être les joueurs qui viennent de l'extérieur, ils vont passer plus de temps sur leur ces réseaux sociaux, puis tout ça, au lieu de penser peut-être d'aller au lit, de se coucher puis de récupérer d'un match. Alors oui, il y a de la réglementation, mais c'est la vie, c'est ça. Aujourd'hui, c'est rendu de même. Ouais. OK, 2-3 petites questions. Rapid fire, tu n'es pas obligé d'élaborer. Je sais que tu es un peu entre l'arbre et l'écorce parce que c'est le repêchage demain. La liste, es-tu finie et elle ne bouge plus jusqu'à demain? Non. Est-ce que... Non, il y a des petites choses.
Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge un petit peu ou c'est des affaires précises que vous vous êtes dit, ça, on va en reparler tantôt, parce que vous savez que ça va bouger? Oui, mais c'est très peu. C'est vraiment là, en tant que les Penguins de Pittsburgh, je te dirais pas non parce que non. Dans le passé, il y a des choses qui peuvent changer là, 48 heures, dépendant des situations, peut-être de l'information que notre gérant nous emmène. Et puis oui, ça peut changer, mais pas dramatiquement là. Puis c'est quand que y a-t-il un moment donné où ce que le directeur gérant met le saut sur la liste puis il dit là, il touche plus, je suis tanné. Oui, demain là, ça va être finalisé de ce qui est de notre côté. Parce qu'il nous reste quelques joueurs à rencontrer aussi. On rencontre quelques joueurs durant la semaine. Mais ces rencontres-là, ça peu probable que ça ait une influence sur notre liste présentement, mais ça peut arriver. Ça peut arriver que ça change, mais c'est comme je t'ai dit au début, c'est pas mal done deal là, rendu à ce temps-ci du repêchage. Est-ce que tu seras plus nerveux ou est-ce que tu seras plus impliqué cette année à 21 parce que nos Québécois sont supposés être autour de là? Donc, est-ce que ton GM ou ton directeur scouting va plus te parler cette année que les autres années parce que c'est des Québécois qui sont autour du rang des Pingouins? Non, du tout. Okay. Moi, mais c'est sûr qu'avec les années d'expérience, ça fait 20 ans que je suis dans le recrutement. Non, moi j'arrive, je suis confiant de notre liste, je la regarde encore, on la regardait encore aujourd'hui, je suis confiant. Et puis, même s'il y a des joueurs, parce que j'ai pas tout vu ces joueurs-là, j'en ai vu plusieurs, mais il reste que c'est sûr que quand on finalise notre liste, on est 12 recruteurs autour de la table, on est tous unanimes que la liste, écoute, je dirais pas qu'elle est parfaite, parce que la perfection, ça existe pas, mais on est très fiers, puis quand on s'assied à la table, la journée du repêchage, moi, personnellement, je suis très confiant, puis non, il y a pas énormément de discussions qui se fait quand on est alentour de la table. Les discussions ont été faites avant. Les discussions qui peuvent arriver la journée du repêchage, et si notre gérant nous arrive avec peut-être un choix repêchage de plus, ou il y a une transaction qui s'est faite, on peut perdre un choix repêchage, etc. Là, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu plus de discussion, mais quand on s'assied à l'entour de la table, quand on va s'asseoir vendredi soir à l'entour de la table, tous les membres de l'organisation sont derrière cette liste-là, puis on est très fiers. Luc Gauthier, dépisteur des Penguins de Pittsburgh, un énorme merci. Belle fun de pouvoir te parler. Puis, tu es dans une situation où tu peux nous parler, mais tu peux pas nous dire grand-chose parce que tu peux pas dévoiler tes cartes. Fait que tu fais ça d'une main de maître. Un gros merci, puis on se rejase bientôt. Parfait, Martin. Merci, Luc. Bye-bye. Bye-bye. C'était l'excellent Luc Gauthier. Très intéressant. Ils essaient, où ce qu'il peut aller. Oui. Puis on peut comprendre sa situation aussi. Ben oui, pas pour dévoiler ses cartes. La liste. Les Pingouins, tu l'as mentionné. Là, il ne peut pas arriver, mettons, dire nous autres, Pelletier, là, on l'aime beaucoup. Ben, c'est ça. Là, ou le contraire. Il repêche 21. Pelletier, ça peut être le troisième Québécois des trois draftés. Puis, sans dire qu'on jase est international, là, mais nous autres, on fait un article là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Non, on reste une entité d'RDS puis ça voyage, c'est sûr et certain. Là, puis on peut comprendre. Puis le contraire est vrai aussi. Il ne peut pas dire on n'aime pas ce type de joueur-là, puis il cadre parfaitement avec la description de l'espoir en question. Il ne peut pas aller là. Écoute, merci pour vos commentaires. Écoute, Sylvain parle de Fortnite, là, tout ça, des phénomènes qui touchent la société. Hein? C'est une micro-société, la Ligue nationale de hockey. Puis c'est sûr, c'est à prendre en considération. Puis le Gauthier, dépisteur des Pingouins, l'a bien expliqué aussi. Plusieurs commentaires. Moi, je veux rappeler le rendez-vous de demain, 20h, 19h, on va être ici. 20h, tu vas manquer le début de Oui, on va écouter le repêchage avec vous. On va interagir sur les choix. Entre-temps, je vous invite à lire sur rds.ca, Martin, les textes de mes collègues et amis Nicolas Landry et Éric Leblanc qui ont rencontré ces espoirs-là.
Le dernier texte date d'hier. C'est justement Alex Turcotte. Là, on en a parlé un petit peu plus tôt. Vous allez apprendre que Alex Turcotte, c'est le fils de Alfie Turcotte qui a déjà été repêché par les Canadiens. Et l'histoire de son grand-père, qui est un Québécois, qui a quitté le Québec pour aller à l'université aux États-Unis. Puis finalement, il y a des racines francophones, mais il ne parle pas du tout français. Donc, il y a des textes également sur Cam York, qui serait une cible. Est-ce que c'est une cible réaliste pour le Canadien? Ryan Suzuki. Bref, beaucoup de textes à lire sur RDS.ca si vous ne l'avez pas déjà fait en marge du repêchage. Faites vos devoirs, vous aussi, là, parce que c'est demain. Donc, je sais que nous, on a fait aussi des repêchages simulés là, hier, entre autres avec Craig Button, Chris Boucher de Sportlogic. Puis le Gauthier amène une autre perspective d'un autre milieu. Sans nommer des joueurs, là, mais on voit la réalité. Moi, quand je fais mon draft, là, mon pool de hockey, là, la journée du pool, je suis encore là à changer des noms de place. Lui, il dit nous autres, on est assis, même, c'est fait. Oui, mais tu sais, l'argent investi dans ce recrutement-là, puis le point culminant, c'est vraiment la journée de demain. Là. Mais c'est intéressant de savoir qu'effectivement, la journée du repêchage, la liste est faite. Mais il a mentionné quand même qu'il peut avoir. Il se préparait. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y avait un meeting un matin à 9 h. Okay, nous autres, le show commençait à midi. Il m'a écrit à peu près à midi et demi, il m'a dit je suis disponible. Fait que se sont rencontrés une demi-heure à 9 h pour dire écoutez, la liste est pas mal faite. C'est ce que je comprends. Ouais. Je lis entre les lignes. Ouais. Il y aurait quelques rangs à discuter. À inverser. Je pense qu'on peut faire ça cet après-midi. Ouais. Chercher de l'information, tout ça. On finalise la liste. Demain matin, dernier petit meeting, puis ça va être fini. Tu peux voir à quel point ils sont avancés et qu'ils sont pas mal certains d'où ils s'en vont. L'autre affaire que lui ne peut pas dire, mais moi, je vais vous dire, les Pingouins veulent libérer de la masse salariale. Ah, absolument. Donc, quand il dit ça se peut qu'on se ramasse avec un autre choix, on comprend que Phil Kessel, exact. Jack Johnson, peu importe si Jack Johnson a le signé l'an passé, est-ce que c'est un défenseur qu'on va vouloir sortir, est-ce que c'est un attaquant? Si c'est un attaquant qui nous rapporte un premier choix, on peut penser, entre autres, à Phil Kessel. Donc, ça serait intéressant de voir les Pingouins et d'être prêt avec la liste à dire on peut repêcher aussi haut que. Oui, absolument. Puis c'est peut-être dans le jeu des Pingouins aussi parce qu'il y a un choix de première ronde, 21e, on en a parlé, mais ils n'ont pas de choix avant la 4e ronde parce que les 2e, 3e rondes ont été échangés. Donc, ça peut être une option. Même chose pour le Canadien. Le Canadien 15e. Puis on en a parlé aussi hier et la semaine dernière. Est-ce que le Canadien va reculer ou échanger son choix de 15e rang pour en avoir deux, exemple fin de première ronde, début de 2e ronde, ou est-ce qu'il y aurait des joueurs impliqués? Ça peut être une possibilité aussi. Le Canadien a deux choix de 2e ronde, celui des Blue Jackets et celui du Canadien de Montréal. Celui des Blue Jackets... Celui des Blue Jackets, c'est l'échange... en fait, c'est le choix de Vegas avec Ryan Suzuki. J'ai dit Ryan, hein? C'est Ryan? Nick Suzuki. Pacioretty, tout ça, puis c'est exact. C'est le choix des Blue Jackets parce qu'il y a eu une transaction Blue Jackets Vegas. Exactement. Dans le fond, à l'époque, le 21 juin 2017, Vegas prenait le premier choix des Blue Jackets de Columbus, qui est devenu Christian Vesalainen et David Clarkson. Et les Jackets, eux, avaient un 2e choix, le 50e au total. Et ce choix-là est rendu aux Canadiens de Montréal dans la transaction. Voilà. Vegas a envoyé ce 2e choix-là. Voilà. Dernier commentaire, il est fort possible que demain, les Habs se contentent de choisir à leur position. Dans ce cas, York, c'est Cam York. Puis dans notre repêchage simulé, tu l'avais choisi à ce rang-là. Sider, on en a parlé aussi, c'est un défenseur droitier. D'ailleurs, tu sais, on jase. Hein? Ouais. Columbus t'appelle et te disent... tu sais, les gens disaient, on peut-tu prendre un mauvais contrat? Ouais. Juste en regardant cette transaction-là. OK, tu ça, veux prendre ton contrat avec Clarkson. Ouais. Fait que toi, pour prendre le contrat de Clarkson, tu as donné ton 2. Ouais. Puis, ça a donné... tu as eu un 1. C'est exactement ça? C'est ça. Ça a donné la transaction Pacioretty. Exactement. Ouais. C'est comme ça que les... fait que je vais lui dire, si tu veux prendre Clarkson, ça me prend un premier choix. Je vais te donner un de mes 2e. Exact. Ça ferait un 2e premier choix au Canadien. C'est ça. Si ta logique est bonne en analysant ce choix-là, cette transaction-là. Le choix des Vegas et le 17e avec Canadien pigerait 15 et 17. Ça pourrait être s'il intéressant. prenait le contrat de Clarkson. Fait que tu ne signes pas un gros gars comme Duchesne, tu signes un petit joueur, puis tu as un 2e premier choix. Ça peut être une possibilité. Mais le Gauthier, pour les Pingouins, en a parlé. Je pense que tout le monde est prêt à toute éventualité. Puis ça, c'est une autre possibilité qui peut survenir demain. J'ai vraiment hâte. Vincent dit, je viens de réaliser que le repêchage est demain, effectivement.
Manquez pas le rendez-vous à On Jase demain. Et, on dirait qu'on n'a pas entendu parler. Ça doit être parce que c'est pas RDS. C'est ça. Mais nous, on va être là. Nous, on va être là sur rds.ca et sur Facebook également. Ouais. Manquez pas le point de presse de Marc Bergevin qui parle aux médias aujourd'hui, disponible sur rds.ca à 15h30. Exactement. Voilà. All right, buddy. À demain. La cour est pleine. La cour est pleine. Oui. Le nez aussi, je vais t'avouer, j'ai hâte de me boucher. Ouais, c'est des allergies, congestion. OK. Merci. Gros merci à toi, Luc. Merci à notre metteur en ondes et de moi. OK. Ben, essaye. Non, il niaise en plus. OK. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est Jean-Charles. Jean. OK. Pas ça. Ça commence par G. Non plus. G. Caroline, garde ta sauce, mon homme. il dit Jérôme. Ça va très bien. Il a dit Gérard. Ah, dit Gérard? Guillaume. Guillaume, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Oui. On a été pognés avec Tim longtemps. Puis on est comme resté sur. On a Tim dans la tête. Mais hier, on avait Olivier. Ben oui. Guillaume. Juste, c'est Olivier qui va être là demain. Juste pour que tu. OK. Ouais. Hey, Merci, Guillaume. Merci, bon été, mon chum. Amuse-toi, on ne se reverra pas. Je pense que demain, c'est la dernière Don Jase. Non, on va être là la semaine prochaine aussi. On est là la semaine prochaine? Ah oui, joueur autonome qui s'en vient. Là, on a parlé du chêne, mais on va faire. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent survenir. On devrait être là mercredi prochain, peut-être jeudi aussi. Oh, palais. Ouais. OK, on va mettre ça à l'agenda. Merci, Guillaume. Merci à vous autres d'avoir été là et on s'en jase vendredi, 19h. Bye bye.